en regardant la question des jeunes en tant que travailleurs, mon impression, ou l'impression de Force Jeunesse, est que les jeunes vont payer plus cher pour des prestations de retraite qui sont moins sécuritaires que ce que les générations auxquelles ont eu droit par le passé. Et dans un deuxième temps, en tant que contribuable, c'est que nos régimes publics sont sous, comment je dirais, les coûts explosent dans nos régimes publics, alors que le Québec en général, au niveau financier, est sous très haute pression. Et ça va faire porter un poids énorme sur les prochaines générations. Donc, il y a un risque, de notre point de vue, d'inéquité intergénérationnelle de par les coûts qui vont être passés aux prochaines générations. Il n'y a pas de solution magique. La seule bonne sagesse, je pense, que je peux donner, c'est que impliquer les jeunes, ça ne se fait pas. De mon expérience, ce qui fonctionne, c'est de trouver une personne, deux personnes qui sont intéressées, monter un petit noyau, puis comment je dirais, les jeunes vont être confortables de s'impliquer s'ils sont avec des gens qu'ils connaissent, avec qui ils s'entendent, en qui ils se reconnaissent d'une certaine façon. Donc, à partir du moment qu'on peut réussir à avoir un petit noyau, le noyau ramasse d'autres personnes, puis Trouver des leaders. Oui, c'est ça. Identifier quelques leaders, essayer de faire monter quelques personnes, puis... Aujourd'hui, chez les 65 ans et plus, le revenu total moyen est à peu près 26-27 000. Les hommes, 32, les femmes, à peu près 22. Il y a encore une inéquité vraiment, on voit très grand, là, puis ça perdure malheureusement, même si elle se rapetisse. Mais ce qui est important, c'est qu'une personne sur deux aujourd'hui, de 65 ans et plus, vit avec moins de 20 000 Une sur quatre, avec plus de 30 000 Donc, vous voyez qu'il y a quand même un débalancement. Quand on parle de moyenne, il faut vraiment regarder les médianes, si on parle de mathématiques, pour vraiment avoir le portrait exact à ce moment-ci. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que 45 des aînés du Québec vivent et dépendent du supplément de revenu garanti, c'est-à-dire qu'ils font moins de 16 000 par année ou à peu près, qui est d'ailleurs sous le seuil de pauvreté qui se tourne, selon Statistique Canada, autour de 17 000. Retarder le début de la retraite, bon, quand on dit oui, travailler plus longtemps, tout le monde va devoir probablement le faire. Il y a des mesures qui ont été mises en place, comme la bonification justement de la Régie des rentes après 65 ans, réduction de la taxe sur la masse salariale pour les employeurs quand ils ont des employés de 65 ans et plus. Mais les travailleurs de 60 ans, on en fait quoi? Quand on dit on veut garder les travailleurs plus longtemps, je vous ai montré tout à l'heure que la retraite est autour de 60 ans. Entre 60 et 64, là, on fait quoi pour garder ces gens-là au travail s'ils désiraient rester au travail? On fait en fait des mesures négatives. On les pénalise s'ils prennent leur retraite avant davantage. On fait plein de mesures, en fait, pour ne pas qu'ils prennent leur retraite, alors qu'on devrait mettre des incitatifs positifs. Il faut s'entendre, si les gens se retirent en moyenne à 60 ans, c'est parce qu'ils ont les moyens que des véhicules privés dans bien des cas. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, ils auront toujours les moyens que le coût de la vie qu'on vit, là, mais qu'est-ce qu'on fait si on veut garder notre force de travail en place parce que les gens veulent le faire? Quel incitatif on doit mettre de l'avant? Il ne faut pas faire ça à tâtons en regardant le bout de notre nez, et c'est un peu ce qu'on semble faire présentement. Si on regarde le fédéral, c'est encore pire du côté fédéral. Report de l'âge de la retraite sans penser à des outils qui vont faire que les employeurs vont vouloir garder les travailleurs de plus de 65 ans. Transfert, dans le fond, parce que, en plus, c'est que quelqu'un qui aura plus la sécurité de la vieillesse à 65 ans, vers ses 67, dans le fond, il va tomber où? Sur l'aide sociale. On vient de transférer l'argent, point final, c'est tout. Là. On a pelleté dans le cours du voisin, comme on est habitué de faire toujours, malheureusement. Puis on vient de créer deux classes. Ceux qui peuvent se retirer à 60 ans parce qu'ils ont la chance de contribuer à des régimes privés ou autres, et ceux qui doivent continuer jusqu'à 65 ans, puis même après, parce qu'ils ne pourront jamais, en fait, se retirer. Donc, c'est quoi les enjeux? Pour les travailleurs, c'est les emplois, les conditions de travail et les droits durant le processus de restructuration. Est-ce qu'on a le droit de faire la grève? Est-ce qu'on a le droit d'un lock-out? Est-ce qu'on peut aller devant les tribunaux pour réclamer des droits qu'on a? On a eu plein de retraités, entre autres, qui avaient des assurances, puis ils les ont perdus. Parce que dans le processus de restructuration, il faut fournir une prestation de travail pour bénéficier de certains droits. Donc, les retraités, protéger leur rente. La communauté, naturellement, quand on a
dans le cadre des pâtes et papiers, c'est souvent des villes mono-industrielles, donc l'activité économique prend beaucoup d'importance, autant pour nos membres que pour la société ou la communauté en général. Si une usine comme le Bel-du-Quivillon ferme, les maisons de 100 000 valent plus rien que 20 000 bien là, c'est pour tout le monde. Et pour les syndicats, bien, naturellement, quel genre de recommandations on va faire, considérant le marché, les coûts de production, les investissements. On vous parlait un petit peu de White Birch, ça a fait pas mal les manchettes au cours de la dernière année particulièrement. Là. Donc, sous la LAC, deux procédés, là, mais dans le cas de White Birch, c'est une vente aux enchères. Il y avait 68 entreprises qui ont été invitées par la firme Lazare pour soumissionner, et seulement 2 ont soumissionné, dont Black Diamond, et l'autre, c'était 60 Avenue, qui étaient les 2 créanciers principaux. Donc, naturellement, White Birch était la main droite et Black Diamond la main gauche. C'est facile de faire des ententes à ce moment-là entre eux. Il y a eu un processus d'enchère et, naturellement, Black Diamond a gagné cette enchère-là et est devenu l'acheteur exclusif selon l'Asset Sale ISA, l'Asset Sale Agreement. Donc, sa position, acheteur exclusif, il faut terminer le régime de retraite, sinon, moi, je n'achète pas. Si je n'achète pas, c'est la faillite. 68 compagnies d'invités, là, vous comprendrez qu'on est un peu serré. Situation financière désastreuse, 336 millions. Puis il faut penser que la solvabilité, là, si ça s'en va en faillite, parce qu'on a tout le temps ça dans la gorge lorsqu'on réfléchit avec nos exécutifs locaux, s'il y a faillite, c'est 50 dans le cas de Rivière-du-Loup et Masson, 60 dans le cas de Québec. 1200 retraités en cause, 1000 emplois directs dans 3 usines du Québec. Puis si on regarde dans le Québec, l'usine étant fermée quand ils l'ont annoncé, c'était 225 millions de pertes dans l'économie de Québec. Et ce qu'on veut, c'est un meilleur filet social pour tous et pour toutes. Alors, je vous remercie de votre participation et de votre générosité dans les échanges avec la salle. Merci. Merci.